Ce document, signé par l'État islamique, a permis, selon les enquêteurs, à l'entreprise française Lafarge de continuer son activité en Syrie en pleine guerre. On a demandé à l'entreprise d'arrêter le travail, mais ils n'ont pas arrêté. Tous ceux qui ont été arrêtés, tués ou kidnappés, l'entreprise en porte la responsabilité. Depuis 10 ans, ce scandale éclabousse ce géant français, à l'époque numéro 1 mondial du ciment. Une entreprise internationale qui est accusée de financement de terrorisme, c'est quand même un fait assez unique, c'est assez exceptionnel comme affaire. Mais comment Lafarge s'est-il retrouvé accusé d'avoir financé le groupe terroriste responsable des attentats du 13 novembre à hauteur de plusieurs millions d'euros ? « 2010. Dans le nord de la Syrie, à Jalabia, Lafarge inaugure une cimenterie à 680 millions d'euros, l'un des plus gros investissements français dans la région. L'objectif, produire des millions de tonnes de ciment par an, nourrir les chantiers de la région et s'installer durablement dans un marché jugé stratégique. On est post-crise de 2008, l'économie européenne et occidentale est quand même plus ou moins en récession et il y a une recherche de nouveaux marchés. Ils sont dans une zone kurde en fait. Ils ont eu le droit de s'installer dans cette zone qui est aux confins de la Turquie, de l'Irak et donc de la Syrie. Et ils sont dans un territoire kurde qui est donc un peu loin des grandes villes et du sud du pays. Dès 2011, le pays bascule dans la guerre civile. Les zones autour de l'usine deviennent instables, les routes dangereuses et les enlèvements se multiplient. Alors que les entreprises françaises quittent une à une le pays, comme Total, Air Liquide ou encore Bell, Lafarge choisit de rester. Ils décident de rester parce que déjà ils sont implantés dans une zone où la guerre civile ne démarre pas tout de suite. Par ailleurs, tout le monde pense que Bachar el-Assad va tomber très vite. Donc eux se disent, au contraire, ça va être un marché formidable, c'est-à-dire Bachar va tomber. De nouveaux dirigeants vont arriver et il va falloir reconstruire ce pays. Donc au début, ils n'ont absolument pas l'idée de quitter le pays et ils décident de rester. Pour d'anciens salariés, la décision de continuer à faire tourner l'usine alors que la zone s'embrase est une faute majeure. Nous avons travaillé jusqu'à la dernière minute. La distance entre l'usine et Daesh était d'environ 2 km. Personne ne nous a dit d'arrêter de travailler. Nous avons les emails qui prouvent cela. Nous n'avons reçu aucun ordre pour arrêter le travail. À partir de 2012, le régime de Bachar el-Assad recule et la guerre fait rage dans les territoires autour de l'usine. Lafarge va alors se demander comment garantir la sécurité de ses salariés, mais surtout comment continuer à faire rouler ses camions. L'entreprise commence à dialoguer via des intermédiaires avec les forces rebelles considérées comme modérées, à l'instar des Kurdes ou de l'armée syrienne libre. Mais elle va aussi entrer en contact avec le front Al-Nosra, un groupe djihadiste affilié à Al-Qaïda. Au départ, on parle de groupes rebelles qui sont là pour faire tomber Bachar el-Assad, qui a fini par tomber aujourd'hui, mais bon, qui était quand même un tyran, qui a gazé son peuple, qui a conduit une politique très autoritaire. En 2013, au fil des mois, un nom s'impose dans la zone, Daesh. L'organisation terroriste prend possession de plusieurs villes autour de l'usine et de routes qu'empruntent les camions et les salariés de Lafarge. Des mails internes semblent montrer qu'un système organisé se met en place. Les camions de Lafarge peuvent circuler dans la zone en échange de versements réguliers à Daesh. Un document est alors essentiel, se laisser passer. Les camions qui entrent et sortent de l'usine peuvent passer les checkpoints de l'État islamique uniquement en montrant le petit bout de papier. Traduit dans une enquête du journal Le Monde, ce laissez-passer indique: les frères combattants doivent laisser passer ce véhicule au checkpoint qui transporte du ciment de l'usine Lafarge après un accord passé avec l'usine pour le commerce de ce matériau. Tout document qui n'a pas été tamponné n'est pas valable pour passer les checkpoints. Lafarge est soupçonné d'avoir versé 5 millions d'euros à des groupes djihadistes, dont l'État islamique. L'entreprise est également accusée d'avoir vendu du ciment dans la région,
y compris à des intermédiaires qui alimentaient les chantiers de Daesh. Lafarge avait un correspondant sur place qui était Fir Atlas, qui était à l'origine de la création de l'usine, qui avait d'ailleurs une petite partie, 1 ou 2% du capital de l'usine. La famille de Fir Atlas était une famille syrienne importante qui s'est rebellée contre Bachar el-Assad. Donc Fir Atlas est parti s'installer à Dubaï. Mais il a continué avec ses correspondants sur place, puisque c'était un peu le local de l'étape en fait. Donc c'était lui qui connaissait, qui avait les réseaux, et c'est lui qui a été l'entremetteur entre Lafarge Siemens Seria, la filiale donc syrienne, et les groupes terroristes. Lafarge et Fir Atlas se sont toujours arrangés pour que l'argent ne soit pas donné directement par Lafarge. En fait, l'argent était donné par les transporteurs qui donc prenaient une part de l'argent et qui au checkpoint payaient. Mais ce qui est assez terrible pour l'entreprise Lafarge, il y a eu une forme d'aveuglement qui s'est passé. Le directeur français, le cadre de Lafarge qui est en Jordanie, en est même à discuter avec Fir Atlas de conclure un contrat avec l'État islamique en direct, qui ne sera pas signé au final, mais en tout cas qui est discuté. Bruno Lafont, le directeur général, dit qu'il n'a jamais rien su de ces versements. Ce que contestent ses adjoints, qui disent qu'il était au courant. Il y a eu quand même des comités de sûreté dans lesquels il était abordé la question de la continuité de l'activité. Il y a un mail qui dit explicitement « Si on continue à payer, il faut être conscient qu'on risque des accusations de financement de terrorisme ». Ils n'ont jamais accepté ni toléré de financer le terrorisme. Ils se sont fait racketter. Les autorités françaises étaient informées de tout ce qu'ils faisaient, de tout ce qui se passait, autour de cette usine de Jalabia, et les ont encouragés à rester. Ils ont été rackettés par une vingtaine de factions et il a été extrêmement difficile de savoir qui était qui faisait quoi. Et bien évidemment, jamais ils n'ont pu se dire qu'ils étaient en train de financer des factions qui allaient commettre des actes terroristes. Au fil du conflit, l'usine s'est retrouvée écartelée entre les 3 principaux rivaux de la guerre civile. Le régime, les Kurdes qui contrôlent la zone de l'usine, et les djihadistes de l'État islamique qui ont fini par conquérir des villes où habitent plusieurs salariés. Plusieurs d'entre eux ont d'ailleurs été kidnappés avant d'être libérés en échange d'une rançon. L'État islamique s'empare finalement de l'usine le 19 septembre 2014. La trentaine de salariés syriens barricadés dans l'usine fuient alors par ses propres moyens. C'est à partir de cette date que Lafarge cesse ses activités en Syrie. En 2016, des enquêtes publiées notamment dans le journal Le Monde révèlent ces présumés paiements cachés de Lafarge en Syrie. En 2017, des ONG et d'anciens employés syriens déposent plainte à Paris. Les enquêtes visent l'entreprise et plusieurs anciens dirigeants. Bruno Lafont, président-directeur général jusqu'en 2015, Christian Hérault, directeur général adjoint aux opérations, Bruno Pecheux et Frédéric Jolibois, directeurs généraux successifs de la filiale de Lafarge en Syrie. Des intermédiaires et les responsables sûreté sont également mis en cause. En 2022, le groupe finit par plaider coupable dans une procédure similaire aux États-Unis. Lafarge accepte de payer une sanction financière de 790 millions d'euros et reconnaît donc avoir aidé des groupes terroristes en Syrie. En 2025, l'affaire arrive enfin devant la justice à Paris. Au total, 9 prévenus sont renvoyés devant le tribunal. Pour la première fois, une multinationale est jugée pour financement du terrorisme. Les accusés sont pour l'heure toujours présumés innocents. Ce qui est certain, c'est que les services de renseignement, les affaires étrangères, la classe politique, tout le monde sait que Lafarge est sur place, reste sur place et est l'une des rares entreprises à rester sur place. Donc tout ça se fait au vu et au su des pouvoirs politiques, économiques, tout le monde est au courant. En revanche, la défense des cadres dirigeants de Lafarge, c'est de dire qu'on les a poussés à le faire, ce qui est loin d'être démontré. En tout cas, notre enquête ne démontre pas ça. Et le procès qui est en cours ne va pas dans ce sens-là non plus. Les services français de renseignement et l'État français, il y a sans doute une opportunité à utiliser les informations que Lafarge a sur place. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que
En mars 2012, l'ambassadeur de France quitte la Syrie. Donc à partir de ce moment-là, la France n'a plus aucun capteur sur place. Or, on est dans la grande période du djihad de jeunes Français, jeunes Européens, jeunes Maghrébins qui partent en Syrie. Et donc Lafarge devient un poste, en tout cas de l'usine Lafarge qui est en Syrie, à Jabalia. Des informations vont être utilisées par l'État français. De là à penser qu'on leur a demandé de rester, ça va être l'issue de ce procès qui est en cours. Nous sommes confrontés dans ce dossier à une difficulté absolument majeure qui a un impact sur la forme mais aussi sur le fond, puisque en réalité il y a une sélection des documents déclassifiés extrêmement parcimonieuse, restreinte, voire quasi inexistante concernant la DGSI, alors que nous savons que ces documents sont essentiels, non seulement pour la manifestation de la vérité, mais même pour la caractérisation de l'infraction. Nous avons tout intérêt, pour que la justice passe dans ce dossier, de connaître exactement les éléments qui étaient transmis et qui étaient apportés à la connaissance de ces services secrets. Donc le rôle de l'État français. Ce procès ne signe pas pour autant la fin des ennuis judiciaires de l'entreprise en France, qui est mise en examen dans un autre volet de l'enquête. Le chef d'accusation est particulièrement infamant, complicité de crimes contre l'humanité. Cette affaire, elle est historique déjà parce qu'une entreprise internationale qui est accusée de financement de terrorisme, qui a reconnu un plaidé coupable aux États-Unis, dans lequel l'entreprise reconnaît toutes les accusations du département de justice américaine, c'est quand même un fait assez unique. Mais Lafarge ne risque pas pour autant de couler. Après avoir fusionné en 2015 avec le numéro 2 mondial du ciment, le Suisse Holcim, l'entreprise est devenue Lafarge Holcim. À partir de 2021, le groupe devient uniquement Holcim et son siège social se trouve en Suisse. Au troisième trimestre 2025, Holcim enregistre un chiffre d'affaires de 4,3 milliards d'euros.